Bonjour à tous, Tudy Nguyen, je suis rédactrice en chef à Challenge. Je vais appeler nos 4 intervenants à me rejoindre pour répondre à la question justement de savoir si le vent est en train de tourner dans les éoliennes. Alors, je remercie Pierre-Henri d'avoir chauffé la salle, si je puis dire. On a bien battu en brèche ce que Jean-Louis Ricot appelait le pseudo-consensus du 50-50. En France, on a beaucoup discuté aussi de l'efficacité, voire de l'inefficacité des politiques énergétiques depuis des décennies. Et puis merci à Bruno Ladsou d'avoir terminé sur ce qu'il appelle l'illusion du 100% renouvelable, parce que c'est justement notre sujet. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une couverture que nous avions faite à Challenge mi-octobre. Énergie renouvelable, le pari impossible sans le nucléaire, pour ceux qui seraient trop loin. C'était une couverture au moment même où Emmanuel Macron nous annonçait 1 milliard pour les mini-centrales, les fameux SMR. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, et le vif pas toujours reluisant, je dois le dire, avec des renouvelables intermittents, avec nos invités. Christian Arthur, pardon, je ne vois pas Christian Arthur, vous êtes président de la SFPM, Société française pour l'étude et la protection des mammifères. C'est une association qui se base sur beaucoup d'études et d'analyses pour se pencher sur la question des dangers que représente justement l'implantation des éoliennes pour certaines espèces. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, bonjour. Vous êtes ingénieur diplômé de l'école des mines. Votre mouvement défend le monde rural, sans surprise, et surtout l'écologie du bon sens, comme vous dites. Vous avez notamment signé plusieurs tribunes dans la presse, co-signées avec David Lisnard, donc le patron des maires de France, où vous appelez à la cohérence de la politique énergétique menée par le gouvernement. Appel s'il en est utile en cette période électorale. Jean de Kervasdouet, bonjour, économiste de la santé. Donc on va également faire un petit tour du côté des nuisances possibles des énergies renouvelables et notamment des éoliennes sur la santé. Vous avez été directeur général des hôpitaux au ministère de la Santé dans les années 80. Vous avez publié un livre, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Les écolos nous mentent », publié chez Albin Michel. Et donc vous vous intéressez au sujet de la santé et de l'énergie, les éoliennes, mais aussi le nucléaire par rapport au charbon. Et enfin, last but not least, merci d'être là, merci de féminiser aussi le débat. Brigitte Pistre, alors vous êtes, comme vous nous avez dit lors de la réunion de préparation, une ancienne parisienne, donc ancienne, on va dire, pro-éolienne, que la campagne a ouvert, dont la campagne a ouvert les yeux. Vous êtes aujourd'hui maire de Phrazé, qui est une commune en Eure-et-Loir, et vous êtes surtout la fondatrice du collectif Vent des maires, qui lutte contre l'implantation, forcément, des éoliennes en France. Et il y a quelque temps, vous avez écrit une lettre que vous avez adressée à la fois à Emmanuel Macron, à Barbara Pompili et à de nombreux élus sur le sujet de l'implantation des éoliennes, et notamment de certaines méthodes des promoteurs de l'éolien. Donc vous nous apporterez pas mal de vécu, du moins je l'espère. Mais avant le vécu, on va peut-être faire un état des lieux avant d'aller sur le terrain. Et on va démarrer avec vous, Yves Damécourt. L'écologie du bon sens en termes éoliens, quel impact sur le patrimoine naturel ? Bonjour à tous, merci de nous convier à cette belle manifestation. Et le mouvement de la ruralité accompagne un certain nombre d'élus, un certain nombre d'acteurs, d'éleveurs, d'habitants du monde rural dans leurs difficultés avec les éoliennes. En fait, une éolienne, ce n'est pas un bel objet iconique comme on voudrait nous le présenter souvent. On le fait figurer sur beaucoup de publications écologiques pour montrer nos efforts en matière de lutte contre le climat. L'éolienne, c'est un objet, c'est un générateur d'électricité, c'est un objet qui aussi capte l'électricité statique dans l'air, et cette électricité statique, elle l'envoie dans le sol. Ça crée ce qu'on appelle des courants vagabonds. C'est ceux qui passent en dehors des fils qui vont jusqu'au transformateur et jusqu'au foyer des gens. Ces courants vagabonds, ils rencontrent des formations géologiques, ils rencontrent des nappes phréatiques, ils rencontrent des ruisseaux, et ils créent des désordres électriques dans les sols. Il y a dans cette pièce un éleveur des Côtes-d'Armor qui aujourd'hui a perdu 269 bovins à cause de la présence de courants vagabonds dans ces sols, accentués par la présence de terres rares
Les terres rares, ce sont des métaux rares très utiles, notamment dans la fabrication des aimants, très utiles dans la fabrication des téléphones, très utiles dans la fabrication de l'électronique et des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Finalement, on en a en France, donc. Oui. Il y a dans les éoliennes jusqu'à 2,7 tonnes de terres rares, hein, le plus couramment 600-900 kg, mais pour les plus grandes éoliennes, jusqu'à 2700 kg de terres rares. Et les éoliennes, par leur fonctionnement, diffusent dans l'atmosphère des nanoparticules de terres rares qui ont la particularité d'aller vers des endroits où il y a des champs magnétiques importants, donc qui sont accentués par la présence des éoliennes, et qui se fixent dans les poils et dans les bronches des animaux, des humains, et qui les rendent électrosensibles. Et on sait qu'aujourd'hui, l'électrosensibilité pourrit la vie des gens qui le sont. Voilà. Donc l'agriculteur qui est là est devenu lui aussi électrosensible, et donc a des problèmes de santé qui sont liés à cette caractéristique. Une éolienne, ça fait du bruit. Et donc, il y a des bruits aériens, des bruits qu'on entend, et puis il y a des bruits que l'on n'entend pas, qu'on appelle les infrasons, qui sont au son ce que les infrarouges sont à la lumière. Et donc, on ne les entend pas, mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas un effet sur l'environnement, sur les animaux, sur les humains. Et puis, une éolienne, elle fait aussi, elle vibre, et elle envoie dans le sol des bruits solidiens. Et ces bruits solidiens se diffusent dans les sols et peuvent avoir des répercussions aussi sur l'environnement, sur la faune, sur la flore, sur les élevages, sur les habitants. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éleveurs, parce qu'il y a des éoliennes qui sont dans des zones de production de céréales, et puis il y a des éoliennes qui sont dans des zones de production d'élevage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs, notamment d'éleveurs bovins, de producteurs de lait, qui se retrouvent avec des mortalités importantes, avec des problèmes de malformation des veaux, avec des problèmes de vélage, des problèmes d'agnelage pour les éleveurs de moutons. Et la presse nationale n'en parle pas beaucoup. C'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup, mais si vous allez sur Internet et que vous interrogez les moteurs de recherche, vous allez trouver beaucoup d'articles dans la presse locale, dans les hebdomadaires d'information locale, sur des soucis, des inquiétudes, des problématiques particulières. Alors, il y a beaucoup de littérature sur l'impact des courants vagabonds et des infrasons sur la santé. Il y a beaucoup d'articles sur la façon dont les éoliennes produisent des courants vagabonds et des infrasons. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études épidémiologiques qui permettent de marier les deux, c'est-à-dire de regarder l'impact des champs éoliennes sur la santé des habitants et des animaux autour de ces éoliennes. Alors, il y a des associations très actives, notamment dans l'Ain, où il y a une prolifération d'éoliennes très importante, qui a fait du porte-à-porte pour aller interroger les gens et savoir quel était leur état de santé, etc. Et on est sur certains villages proches des éoliennes à 10% de gens qui reconnaissent avoir des problématiques particulières qui sont liées à tout ça. Voilà. Il y a ici aussi un laboratoire qui s'appelle Toxic, qui est spécialisé dans la mesure des terres rares et qui vient de faire des mesures sur un élevage en Auvergne, et où on s'aperçoit qu'au pied des éoliennes, les vaches ont 12 fois plus de terres rares qu'une population qui serait en dehors des champs éoliens, et donc ce qui a un impact énorme sur leur électrosensibilité. Donc champ magnétique, champ électrique, son, infrason, bruit aérien, bruit solidien, voilà toutes les problématiques qui entourent les éoliennes. Et curieusement, l'État n'a pas pris la mesure de tout ça. L'ANSES n'a aujourd'hui pas fait d'études épidémiologiques comme elle aurait pu le faire, comme elle le fait couramment sur interpellation du ministre à propos des pesticides, par exemple. Quand il y a un problème de pesticides quelque part, un problème de malformation, on enquête tout de suite, l'ANSES lance des enquêtes. En 2015, on lui a demandé une enquête et aujourd'hui, rien n'est fait. Et ce que vous aimeriez, Yves, c'est qu'il y ait justement une étude cohérente, une bonne fois pour toutes, un recensement. Ce qu'on aimerait, c'est que les éoliennes qui sont des usines soient soumises aux mêmes règles que n'importe quelle usine qui s'implante sur un territoire, qu'elles respectent le code de l'urbanisme, qu'elles respectent les études d'environnement préalables à l'installation de toute usine, qu'elle ait les mêmes normes de bruit à respecter qu'une usine. Aujourd'hui, une usine qui s'installe sur une commune, elle doit produire en extérieur moins de 30 décibels. Une éolienne peut produire la limite pour une éolienne, c'est 35 décibels. Or, 35 décibels, c'est une échelle logarithmique. À 3 décibels, on double le bruit. Donc 35 décibels, c'est quasiment 3 fois plus de bruit qu'une usine normale.
et donc et qu'on la mette dans le marché commun aussi pour les prix de rachat d'électricité. C'est ce que proposaient nos interlocuteurs avant, c'est-à-dire qu'on arrête de subventionner l'électricité produite par les éoliennes. Si on fait tout ça, à mon avis, il ne restera des éoliennes qu'au endroit où c'est utile. Simple curiosité journalistique, est-ce qu'il existe ce type d'études ailleurs? Alors ça existe ailleurs, oui, même Où? si ce n'est pas très développé. Il y a des études en Allemagne, où il y avait des éleveurs de poules qui faisaient des œufs sans jaune. Voilà. Et on a fait une corrélation entre ces œufs. Avec les éoliennes. Ces œufs sans jaune avec la proximité des éoliennes et les courants vagabonds. Il y a des études qui ont été faites en Australie, il y a des études qui ont été faites au Canada. Voilà. En tout cas, on a besoin de ces études. Parce que tant qu'on n'a pas ces études, aujourd'hui, c'est parole contre parole. Et donc, les agriculteurs qui ont des problèmes, on leur dit les problèmes viennent de vous et pas de la proximité des éoliennes. Et voilà, on a besoin de science, dans cette problématique particulière. Merci Yves et merci d'avoir respecté le temps, bravo. Je vous avais bien sermonné en amont. Ça me permet de faire la liaison directement avec Christian Arthur. Christian Arthur, vous vous inquiétez aussi quelque part de ce manque de mesures en amont, notamment des projets éoliens, et vous êtes assez inquiet aussi sur la circulaire de Madame Pompili sur tout ce qui est planification territoriale et instruction des projets en cours, à venir. Oui, ok, merci. Bonjour de votre invitation, effectivement. Désolé, je vais peut-être le petit canard ou le petit pousset de votre assemblée. Nous, la Société française pour l'étude de la protection des mammifères, nous ne sommes pas pour ou contre l'éolien, pour ou contre le solaire, etc. On est là pour faire entendre la voix des mammifères sauvages et faire en sorte que les activités humaines qui soient présentes sur un territoire, quelles qu'elles soient, ça c'est des de société, leur niveau, etc., ne permettent néanmoins de conserver les animaux sauvages sur place. C'est notre objectif. Pour ce faire, on s'appuie sur un réseau de bénévoles qui sont formés. Revenons au cas des chauves-souris par rapport aux éoliens. On a à peu près 1000 personnes qui font des comptages chaque année dans les cavités. Et on a 2 ou 3 000 personnes qui font des comptages d'abondance par ultrasons dans toute la France. Et ce qui nous permet effectivement de pouvoir mesurer une présence, une abondance d'une espèce par rapport aux problèmes que pose une activité humaine. Je ferai un petit parallèle aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. On a eu les mêmes problèmes avec l'hydraulique pendant très longtemps, tout ce qui était barrage, captage d'eau, etc. Au bout de 15-20 ans de travaux de terrain où on leur a montré qu'il y avait des problèmes avec telle et telle espèce, tout ce qui a été l'hydraulique au sens large, on est arrivé à des compromis, des accords, etc. avec eux pour faire en sorte que l'activité hydraulique se maintienne sous toutes ses formes, consommation de l'eau ou production d'hydroélectricité, avec le maintien des espèces sauvages qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce que vous avez pu constater dans le cas de l'éolien aujourd'hui, par rapport, puisque le problème est posé par rapport aux éoliens, il y a deux choses. D'abord, je voudrais corriger un petit peu ce qui a été dit. Il y a des études d'impact sur les éoliens, qu'on soit clair pour ça. Je suis aussi vice-président du Conseil scientifique régional en Nouvelle-Aquitaine, qui étudie justement tous les dossiers d'aménagement, quels qu'ils soient, de tout aménagement d'infrastructure qui nous arrive. Le problème qui se pose aujourd'hui, dans la séquence éviter, réduire, compenser, c'est qu'effectivement la majorité des dossiers d'éolien s'arrêtent à éviter, voire réduire. Si effectivement il est démontré par l'étude qu'il n'y a pas d'impact résiduel, donc de mortalité ou autre, il n'y a pas compensation. Ce qui veut dire qu'après, c'est uniquement une installation classée pour l'environnement qui roule derrière. Voilà. On se bat, nous, pour qu'il y ait des suivis de mortalité, même quand il n'y a pas eu de dérogation à la destruction, ce qui est le cas majoritaire. On a aujourd'hui des problèmes, effectivement, parce que les suivis de mortalité qui sont normalement mis, qui devraient être mis dans les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'ICPE, sont déficitaires sur ces points-là. Premier élément, toutes les éoliennes ne sont pas affublées, ou les parcs éoliens ne sont pas affublés d'un suivi obligatoire de mortalité. Et deuxièmement, parmi celles qui l'ont et qui le font, les données remontent très difficilement. Donc on a un vrai problème aujourd'hui d'évaluation dans ce domaine-là. Donc c'est plus un problème de collecte. Alors il y a un problème de collecte qui aujourd'hui m'amène à poser 3 questions auxquelles je vais essayer de donner des informations. La première question, c'est est-ce que oui ou non l'éolien en tant que tel
tue ou est capable de mettre en danger des populations de chauves-souris? La réponse est clairement oui pour certaines espèces. Les espèces de haut vol, ce qu'on appelle, que toutes les chauves-souris, quoi qu'on en pense, ne chassent pas à la même hauteur. Certaines commencent à 5 mètres ou même à 2 mètres ou 1 mètre du sol. D'autres vont chasser jusqu'à 100, 200, même 300 mètres en altitude, en hauteur. Toutes les espèces dites de haut vol, oui. Il y a notamment 3 espèces pour lesquelles aujourd'hui on a pu montrer, notamment en Pays Val-de-Loire, comparativement aux connaissances de population qu'on a et à l'impact des populations sous éoliennes qu'on trouve aujourd'hui, dans les quelques études qui sont faits, effectivement, on a des chutes de 90% sur les populations migratrices de certaines espèces dans certains endroits. Il faut être clair. Donc la réponse à cette question-là est oui. On est inquiet parce qu'effectivement, les éoliennes vont aujourd'hui passer, et pas de plus en plus, en garde basse. C'est-à-dire elles vont descendre, les pales vont descendre à 10 mètres du sol, et même moins, parfois. Et là, toute une gamme d'espèces qui n'étaient pas touchées vont être touchées. Quand, comment, combien, etc. Pour l'instant, on ne le sait pas. Parce qu'en plus, ce sont des espèces qui sont forestières, qu'on a beaucoup de mal à compter. Donc, on pourra compter les morts, on ne pourra pas savoir si ou non les morts ont une incidence sur l'état des populations. Deuxième élément, c'est est-ce que... je vais noter des petits trucs. Oui, est-ce que l'éolien... je pose des questions brutes de décoffrage qui peuvent peut-être vous choquer, mais voilà celles qu'on se pose nous. Est-ce que l'éolien pourrait être compatible avec la survie ou la présence des chauves-souris? La réponse est clairement pour nous aussi oui, à 2 conditions essentielles, des conditions spatiales, de ne pas en mettre n'importe où et n'importe comment. Donc c'est une question de répartition spatiale, une question de nombre de mâts, donc de combien de mâts dans des parcs, etc. Et à des conditions de régulation, ce qu'on appelle le bridage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'en dessous de 3 ou 4 mètres secondes, les éoliennes ne sont pas rentables. Or, c'est à cette vitesse-là, devant, que la majorité des chauves-souris volent. Donc si on arrive à mettre des conditions de bridage qui ne sont pas toujours d'ailleurs incluses dans les arrêtés préfectoraux, ce qu'on demande, on peut diminuer, on l'a déjà montré certains parcs, la mortalité de plus de 90%. Bon. Et la troisième chose que j'avais notée, je ne sais plus laquelle c'est, voilà. Sur le long terme, alors est-ce que le bridage de ces éoliennes et leur réduction spatiale peut-elle amener après une production néanmoins d'énergie renouvelable suffisante pour que ça permette d'aider la France, comme je l'entends depuis le début de cette table ronde? Ça, j'en sais rien. Et ça, c'est pas à nous de poser la question. C'est plutôt effectivement, dans le cadre de ce genre de table ronde où on compare vraiment l'ensemble des éléments énergétiques, à y répondre. Nous, on amènera notre point de vue chauve-souris. Voilà. À qui adressez-vous aujourd'hui votre point de vue? Et est-ce que les élus locaux vous soutiennent, j'allais dire, dans votre combat? Très, très variable. Ils nous soutiennent lorsqu'effectivement on a un cumul de problématiques paysagères, je pense que Mme la maire va en parler tout à l'heure, ou d'autres. Et puis parce qu'effectivement, on a par exemple aujourd'hui un combat, entre guillemets le combat, c'est sur la partie Occitanie. J'ai été très frappé dans les plaquettes qu'on a distribuées, les parcs éoliens n'apparaissent pas. Aujourd'hui, on est sur toute la partie Haut-Languedoc et toutes ces zones-là, Corbière, à une densité de parcs énorme qui est promis d'être doublée, puisqu'ils prévoient plus de 500 parcs à nouveau, qui est d'ailleurs un des effets sur lesquels on a très peu de données, de ce qu'on appelle les effets cumulés. Comme dit, puisque certains ont fait des jokes, on va dire, un verre, 2 verres, 3 verres, etc. Une éolienne, 2 éoliennes, 100 éoliennes, bonjour les dégâts. C'est peut-être ça. Et ça, la 100 éoliennes, bonjour les dégâts, on ne sait pas quels sont les dégâts à 100 éoliennes. Donc là-dessus, on va avoir un problème. Donc oui, on est soutenu dans ces conditions-là. Nous, on intervient effectivement auprès du ministère, auprès du service de l'environnement, ministère de l'Industrie. Je ne vous cacherai pas qu'on a énormément de difficultés avec les syndicats d'énergie renouvelable. On avait proposé, il y a maintenant 3 ans, table ronde et tout, avec tout le monde, et tout le monde avait accepté des protocoles d'estimation de mortalité. Au moment où ils devaient être mis en œuvre, le syndicat des énergies renouvelables a claqué la porte et est parti de son côté. Donc on est un peu dans une impasse aujourd'hui. Parce qu'on leur demandait effectivement des mesures d'accompagnement et de suivi qui étaient un peu trop contraignantes. Et notamment, nous, une de politique, c'est de dire, aujourd'hui, personne ne peut prétendre qu'il y aura une éolienne quelque part sans qu'il y ait destruction d'espèces protégées. Entre parenthèses, toutes les chauves-souris sont protégées. Et donc, on demande à ce qu'il y ait des dérogations. Donc, ça passe en conseil scientifique régional ou national, et qu'on impose des conditions, y compris de suivi. Pour l'instant, c'est un des plus gros points, c'est ce qu'on demandait dans le protocole,
ce que le syndicat a refusé effectivement. Donc on touche en plein cœur la planification territoriale, là. Planification territoriale et puis planification de gestion d'une énergie et d'un groupe industriel, je dirais. C'est plutôt ça. Les obliger, s'ils veulent avoir une production d'énergie vertueuse, à adopter des comportements et à respecter des règles d'évaluation qui soient décidées pour tous pour voir si oui ou non cette énergie pose problème. Voilà. Merci. Jean de Kervasdoué, on a parlé de la biodiversité, on a parlé de l'impact sur la faune et la santé humaine. Et quel coût, finalement, pour la santé humaine? Oui, merci. Je vais rentrer dans ce sujet de manière un peu inhabituelle, qui est par l'aspect de la santé humaine. Alors, vous savez que beaucoup d'entre nous ignorent que nous sommes radioactifs et que nous émettons. Alors, la radioactivité se mesure de deux façons. Ça se mesure en becquerel ou ça se mesure avec une unité qui est très compliquée, qui s'appelle le sievert. Et donc, on calcule en millisievert donc les doses que l'on peut accepter avant d'avoir des effets biologiques. Alors, nous sommes radioactifs. C'est en gros 8000 becquerels par seconde pour chaque être humain pour 10 kilos. Donc, moi, c'est environ 80 000 becquerels par seconde. Et je me suis intéressé à la radiobiologie en étant le directeur des hôpitaux, parce qu'à l'époque, je vous parle des années 82, le personnel qui travaillait dans les services de radiologie avait 15 jours de congés de plus, qu'on appelait les congés rayons. Donc l'ingénieur que j'ai été me dit ou bien ils se font irradier beaucoup et c'est dangereux, ou bien ils ne sont pas irradiés du tout et c'est idiot. Alors donc j'ai fait faire une étude, ils ne se faisaient pas irradier, donc j'ai supprimé 15 jours de congé, ce qui m'a rendu très mais authentique. Ils ont un certain pragmatisme. Ils sont venus manifester sous mes fenêtres. Mais enfin bref. Alors, plus tard, mon intérêt a changé de nature quand, à l'époque, je dirigeais une société de conseil et avec le CEA et l'Institut Curie, nous avons gagné un concours européen pour aller mesurer les conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire survenue en Russie en 1957, qui est la catastrophe de Chtimin du complexe nucléaire de Mayak, donc survenue 34 ans plus tôt. Alors, les soviétiques avaient peu d'intérêt pour l'environnement, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, comme vous savez, tout ça, ça avait été créé par Beria, qui avait regroupé tous les savants et physiciens atomistes russes et les avait mis de l'autre côté de l'Oural. Alors, il y a eu donc des fûts de matière fissile qui se sont, donc ça a été d'abord une catastrophe chimique, qui se sont déployés dans l'air. Et c'est une catastrophe qui est mesurée par le niveau 6, sachant que Tchernobyl, c'est le niveau 7. Alors, les soviétiques ont déplacé la ville sur la carte, mais les gens sont restés sur place. Et donc, 34 ans après, nous sommes allés voir si, comme je le pensais, il y avait effectivement énormément de maladies radio-induites. Et nous avons comparé donc, les dossiers médicaux et la mortalité entre deux villes, l'une sous le panache nucléaire et l'autre tout aussi polluée d'ailleurs, mais sans nucléaire. Et à ma grande surprise, après un an d'études et de bonnes données médicales, nous n'avons pas trouvé de croissance significative de maladies radio-induites. J'étais persuadé qu'on trouverait un taux de leucémie, par exemple, qui était un taux élevé. J'ai alors analysé, et depuis je le fais régulièrement, les effets sanitaires du drame de Tchernobyl, mais aussi de Three Mile Island et plus récemment celui de Fukushima. Alors, commençons par le plus simple. Fukushima, il y avait un article récent dans The Economist qui était très intéressant, qui montrait que l'essentiel de la mortalité de Fukushima n'est pas du tout dû au nucléaire, donc c'est zéro. C'est dû au fait qu'on a pris trop de précautions et qu'on a déplacé les gens. Alors, vous savez, c'est très dangereux de déplacer les grands-mères. Les grands-pères existent peu à un certain âge, mais, et que donc il y a eu une quarantaine de morts dues à l'excès de précaution lié au transfert de population.
Alors, comme vous savez, Three Mile Island, c'est 0. Et comme vous avez probablement, au moins certains d'entre vous, vu l'excellente série de télévision qui s'appelle Tchernobyl, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire, mais vous vérifierez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, depuis la catastrophe de Tchernobyl, nous pouvons nommer 78 personnes décédées directement de la catastrophe de Tchernobyl. 78. Pas 7800, c'est pas 100 000, c'est 78, y compris tous les cancers de la thyroïde, qui ont été nombreux, mais il y a eu seulement 9 morts des cancers de la thyroïde, parce qu'il y a eu des distributions de pilules d'iode, enfin bref. Alors, selon les calculs et selon les modèles, il y aurait entre 4 000 et 16 000 personnes dont l'espérance de vie aurait été raccourcie du fait de cette catastrophe, mais c'est très très peu. Et ce n'est pas du tout les chiffres que les gens ont en tête, et notamment grâce à cette manipulation des données. Et tout à l'heure, mon ami Olivier Appert parlait d'Arte, je vais le faire à mon tour aussi, qui a effectivement montré sur ces sujets des choses totalement fausses. Il y en a une exception tout à fait formidable, c'est que, comme vous le savez, c'est devenu une réserve naturelle extraordinaire, la région de Tchernobyl. Alors, je ne veux pas suggérer que pour préserver les animaux, voilà, bref. On va les envoyer. Voilà. Alors, donc, comment vous insérez toutes ces données extrêmement intéressantes par rapport au débat actuel sur le j'y arrive. Alors, quand vous calculez donc le nombre de morts par terawatt, ce que vient de publier l'Académie des technologies, donc le charbon c'est 24,5, le pétrole 18,4, le gaz 2,8 et le nucléaire 0,052. Autrement dit, le nucléaire est 4711 fois moins coûteux en vie humaine que le charbon. Et je vous parle uniquement de l'Europe, parce que quand vous parlez des pays ou des régions où les lois sociales ne sont pas les nôtres, le taux de mortalité du charbon est très très élevé. Et notamment dans les seules mines de charbon en Chine, quand on avait des statistiques, il y avait 10 000 personnes par an. Et je ne parle pas, bien entendu, de la pollution atmosphérique. Alors, une autre manière d'exprimer ce constat consiste à dire qu'entre 1971 et 2009, l'énergie nucléaire a évité à peu près 2 millions de décès. Alors, en France, le nucléaire civil n'a fait aucun mort, et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il est beaucoup moins dangereux que le Vélib à Paris ou les trottinettes, qui, eux, ont fait des morts. Comparaison osée. Comment ? Comparaison osée. Mais réelle, si on compte les morts. Donc, vous savez, les gens qui s'intéressent à l'économie de la santé, ils font des comptabilités macabres. Et ça, c'est une comptabilité macabre. Je vois. Alors, pourquoi les Verts sont antinucléaires, alors que c'était et c'est la solution la plus sûre du point de vue sanitaire, la plus décarbonée, celle qui utilise le moins d'espace au sol? Pour trouver la réponse à cette question que je vais évoquer, il faut remonter à la création du Parti écologiste allemand dans les années 1970, reconversion de la bande Abadère, dont l'idéologie centrale est d'être pacifiste et anti-nucléaire. Et c'est ça qui a traversé le Rhin. Et la première conséquence tangible apparaît en France en 1996, avec le programme éolien français qui prétend, ce qui est surprenant, décarboner une énergie électrique, il était déjà, avec des éoliennes, comme nous l'avons vu, par essence intermittentes, onéreuses, utilisant de l'espace, exigeant une modification du réseau électrique qui, jusque-là, était conçu pour distribuer l'électricité à partir de quelques sources puissantes et non pas de nombreuses sources faibles et réparties. Donc j'ai publié déjà en 2004 un livre qui traitait de ce sujet, qui s'appelle toujours « Les prêcheurs de l'Apocalypse ». Alors, comme l'intermittence requiert un complément, nous l'avons vu, alors ça dépend des sources, mais entre donc 62 et 75% du temps, et que l'on n'a à proximité ni centrale hydraulique ni centrale nucléaire, cela veut dire du gaz ou du charbon pour le complément. Ainsi, si on regarde le breton que je suis le fait, bien entendu, le parc en construction des éoliennes de la baie de Saint-Brieuc, non seulement elles ont un fort impact sur l'écologie marine, sur la pêche, et notamment les coquilles Saint-Jacques, mais ce projet n'est techniquement viable que parce qu'on est en train de construire une centrale thermique au gaz à Landivisiau. Donc c'est un projet de 440 millions d'euros.
Et soulignons que comble du comble, quand les éoliennes ne produisent pas d'électricité, elles tirent de l'électricité sur le réseau, contrairement à ce qui a été affirmé. Quant au gaz, et c'est pour ça qui est donc le complément essentiel, que l'on ne raconte pas, comme le fait une grande entreprise française, que le gaz est une énergie propre, au moins du point de vue du dégagement des gaz carboniques, parce que même demain, même en 2050, CH4 plus O2, ça fera CO2 plus H2O. Quant à l'hydrogène, qu'à la table ronde précédente, on vantait, je suis, moi, en ce qui concerne l'hydrogène, très, très sceptique, parce que l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. L'hydrogène est éventuellement un vecteur d'énergie, pour lequel il faut dépenser beaucoup d'énergie pour isoler ce gaz. Et ensuite, comme vous le savez, c'est en gros une saleté, parce qu'il bout à moins de 153 degrés, il faut le comprimer, enfin bref. Jean de Cavazouet, Oui, j'ai terminé. On le sait pour l'hydrogène depuis 2 siècles. Alors, je termine par 2 citations. Certes, Mme Pompili déclare que le projet de la baie de Saint-Brieuc est une chance pour le climat, pour la Bretagne et pour la France. Curieuse chance que celle d'un projet onéreux qui coûtera aux consommateurs de l'ordre de 4,7 milliards d'euros, dont les bénéficiaires sont allemands, qataris et espagnols, et qui détruit un écosystème remarquable en accroissant le rejet de gaz carbonique. Quant à prétendre que le développement de l'éolien et du photovoltaïque prévu dans 10 prochaines années en France dans le cadre de la PPE pourront s'appuyer, je cite le gouvernement, sur la flexibilité du système électrique français, vous constaterez que ce texte officiel utilise le futur et que dans 10 ans, la physique et la chimie n'auront pas changé. Merci. Jean de Cavazouet, la Bretonne que je suis vous remercie. Et je vais passer la parole donc à Brigitte Pistre pour nous donner son expérience sur le terrain, ex-parisienne, pardon de l'avoir rappelé, mais je crois que c'était important et vous aviez vous-même insisté beaucoup lors de la préparation et du vécu. Et pourquoi le vent des mers? Qu'avez-vous constaté qui vous a poussé? Alors, oui, merci. Déjà, je voulais remercier le CEREME de nous avoir tous réunis là, parce que je suis très contente. Si vous saviez, quand on est maire dans une petite commune rurale, face à ces questions-là, comme on se sent seul. Si vous saviez comme c'est lourd, comme on est sous pression, comme on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, d'un seul coup, waouh, je me dis, eh ben voilà, on avait raison. Alors quand je dis on, ça a été tout un travail, tout un cheminement. Moi, je suis un pur produit de la Sorbonne. Enfin, après des études scientifiques, je me suis retrouvée à la Sorbonne. Alors, n'y voyez pas de lien de cause à effet, mais quand j'ai débarqué dans le Perche, j'avais la tête pleine de bêtises. Pourtant, à la Sorbonne, on ne parlait pas trop d'éolien, hein, mais justement, on n'en parlait pas assez ou on en parlait mal. Et en gros, quand j'ai débarqué dans ma campagne, en suivant mon mari, qui en avait marre, un Haut-Savoyen, qui en avait marre de vivre à Paris, il a dit « Allez, on va aller vivre dans le Perche ». Quelques mois après, je me suis retrouvée maire. Et là, on m'a dit, ben voilà, il y a des projets d'éolien. Ben, moi, au départ, wow, c'est joli, c'est des moulins à vent, c'est la modernité, ça va nous faire du développement durable, il faut que je convainque les gens, c'est bien. Et puis, heureusement, il y avait des gens autour de moi qui m'ont dit, mais t'es sûr que c'est bien, notamment une députée, pour ne pas la nommer, elle n'est plus députée, elle s'appelait Laure de la Rodière. Elle m'a dit, tu sais, il y a un petit problème quand même, il faudrait que tu te renseignes. Alors, en bonne scientifique que j'étais, je me suis renseignée. Et le rêve éolien est juste devenu un cauchemar. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas permettre ça. Alors, j'étais vice-présidente du Parc du Perche, j'ai fait voter, pas toute seule, hein, mais on a voté une motion anti-éolien au Parc du Perche. Mon conseil municipal, je suis élue depuis 2008. Hein. Je suis arrivée dans le Perche en 2007. En 2008, j'étais élue maire, donc la marche était haute. Il a fallu apprendre beaucoup de choses, notamment la modestie, savoir qu'on ne sait rien et qu'il vaut mieux s'adresser à ceux qui savent. Mais ça, en France, il faudrait le répéter. On ne sait pas, alors quand on ne sait pas, on va voir ceux qui savent. Donc, j'ai fait voter une motion 3 fois de suite dans mes 3 conseils municipaux anti-éoliennes. J'ai fait voter, ça a été beaucoup plus compliqué, mais on l'a réussi au niveau de ma communauté de communes. Donc, nous, on est relativement protégés. Relativement, parce que ce n'est pas gagné du tout. Même si tout le monde sur notre périmètre a voté anti-éolien, ce n'est pas nous qui décidons. Et le problème, il est là. Et c'est à ce moment-là que le maire se sent très seul. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir, les gens ne savent pas comment ça se passe sur le terrain. Alors la première chose, c'est de comprendre que les promoteurs, on va les appeler les promoteurs, les industriels de l'éolien, la première chose qu'ils font, c'est de repérer un terrain qui leur plaît, qui leur convient.
Alors, ils vont voir le propriétaire ou l'exploitant et ils lui disent, voilà, votre terrain, blabla, 6 000 € par an, pour une éolienne, vous voulez un peu plus, ok. Il y a une négociation qui s'entame. Si le paysan ou le propriétaire foncier dit non, le promoteur lui répond, bon, vous n'en voulez pas, c'est pas grave, je vais aller voir votre voisin, vous aurez les nuisances et vous n'aurez pas l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Donc ils finissent par dire oui, ok, bon, on va aller prendre vos éoliennes. Bon, ceux qui disent non, ils sont courageux et effectivement, ils se prennent les éoliennes dans le champ d'à côté. Une fois qu'il a négocié avec l'agriculteur, le promoteur, il va voir le maire, le conseil municipal. C'est seulement à ce moment-là qu'il y va. Il a déjà le bail. Et là, il dit, est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse une étude pour voir l'éolien? Alors, le maire, par exemple, si moi, ça m'arrivait, je ne pense pas qu'ils vont s'approcher de moi, mais bon, on ne sait jamais. Si moi, ça m'arrivait, je dirais, naïf, si je ne savais pas, une étude, pourquoi pas, comme ça, on va voir si c'est jouable ou pas. Alors là, il faut le dire autour de vous, le maire, à ce moment-là, il est eu. À partir du moment où il a accepté l'étude, elle n'est pas faite pour savoir si c'est intéressant pour la commune. L'étude, elle est faite pour savoir si c'est intéressant pour le promoteur. OK. Si c'est intéressant, le promoteur, il dit « OK, j'y vais ». Alors là, le maire, il peut dire « Ah, mais non, mais finalement, on ne veut pas ». Ah, trop tard. Parce que de toute façon, notre avis est un avis simple. Alors, ceux qui connaissent un petit peu les lois, le code général territorial, savent qu'un avis simple, ça veut dire qu'on vous demande votre avis, mais on s'assied dessus. Il faut un avis conforme pour que ce soit respecté. Et actuellement, il n'y a pas d'avis conforme en matière d'implantation éolienne. C'est-à-dire que les élus peuvent dire tout ce qu'ils veulent, on n'en veut pas, vous les aurez quand même. Si le préfet décide que vous les avez, vous les aurez. Alors, évidemment, c'est un déni de démocratie qui est tel qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il faut absolument alerter les députés. Et moi, j'étais très contente d'être à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il faut refaire tout ce colloque en obligeant les députés à venir s'asseoir ici, qu'ils comprennent. Parce que quand on leur dit, je déjeunais avec un député tout à l'heure, il me dit « Oh mais non, mais t'exagères ». Mais non, on n'exagère pas. Tout ce qu'on dit ici est vrai et devrait être entendu. Et notamment pour les habitants, parce que si vous saviez comme le climat est odieux dans les campagnes à cause de ces éoliennes, parce que le paysan qui dit oui, souvent, il est élu lui aussi, parce que dans les petits villages, où il est marié avec une élue, où son frère est élu. Alors, ça peut être l'adjoint qui va dire au maire, t'as intérêt à dire oui. Ah ben non, j'en veux pas. Ah ben si, t'as intérêt à dire oui, parce que moi, c'est 6 000 €, etc. Donc, la zizanie, elle est à tous les niveaux. Elle est entre les habitants et les élus, qui sont les mêmes en général. Elle est aussi entre la communauté de communes, qui souvent récupère les subsides, les fameuses subventions, et la commune, qui, elle, a les emmerdements sans les avantages. Elle est aussi avec les députés, qui ne comprennent pas à quel point c'est douloureux. Alors, nous avons voulu, avec ce constat qu'on faisait de cette difficulté sur le terrain, de ces problèmes énormes que posent les éoliennes, qui ne sont acceptés, on va le rappeler. Quand quelqu'un aime l'éolien, sachez que ce qu'il aime, c'est l'argent de l'éolien, c'est pas l'éolien. Personne n'aime l'éolien pour la beauté du... Bon, je crois pas. Enfin, j'en ai jamais rencontré. Donc, nous sommes dit, le maire, il est tout seul, c'est pas possible. Et en parlant avec d'autres maires, et notamment grâce à Pierre-Emmanuel Picard qui est là aujourd'hui, en parlant notamment sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on s'est aperçu qu'on n'était pas tout seul. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens avec qui on tweete ensemble sur Twitter. Moi, je ne suis pas très Facebook, mais d'autres s'en chargent. On s'est dit, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on s'est rencontrés à 2 maires d'abord, puis 3. Et on s'est dit, on va écrire au président de la République. Alors, on a fait ce courrier. On a fait ce courrier au président de la République, c'était au mois de mai. J'ai une photo de lui qui a ce courrier dans les mains, et la personne qui lui a remise m'a dit, il va te recevoir. Mais il ne nous a pas reçus. Bon. Je pense qu'il a lu le courrier, qu'il a vu les noms. Nous sommes à ce jour un peu plus de 510 maires, je crois, membres de Vendée Maire. C'est un collectif, c'est un collectif apolitique. On ne fait pas de politique. On n'a pas de moyens financiers, c'est-à-dire qu'on a pris d'argent de personne pour être sûr de ne dépendre de personne. Donc tout le boulot est fait par des bénévoles, dont le principal est ici, que je remercie encore une fois. Et nous sommes plus de 500 maires. Est-ce que ça vous parle, 500 maires en moment de campagne voilà. On pourrait être candidat à la présidence de la République. Merci Brigitte. Et on est 1 millier d'élus. Donc on a réécrit au président. Pour l'instant, on nous renvoie vers Madame Pompili. Je n'ai pas envie de parler avec Madame Pompili, sauf si elle était assise dans cette salle ici pour qu'elle comprenne.
Alors, on se sent moins seul. Merci à vous tous d'être avec nous. Les maires ont vraiment besoin de se sentir soutenus dans ce combat qu'ils mènent tout seuls pour ne pas vendre leur âme au diable. L'âme de leur village, bien entendu. Alors merci, j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu donc les termes de solitude des élus, d'impasse. Après avoir dressé un tableau aussi sombre, tant au niveau de la biodiversité que de la santé humaine, que du chemin solitaire de l'élu, j'aimerais qu'on aille de l'avant, de faire des solutions concrètes, faire des propositions concrètes si vous êtes d'accord, et peut-être même, et on pourra ouvrir le débat à la salle, porter des messages aux candidats. Qui veut se jeter à l'eau, si je puis dire? J'y vais tout de suite puisque je viens de... Comme ça, après, je ne parle plus. Pour nous, c'est simple, hein, c'est le droit de veto des maires pour les implantations de la commune impactée et des communes limitrophes. Parce que très souvent, le découpage territorial en France fait que vous avez le bourg qui est au milieu du territoire du village, mais le bourg voisin, il peut être en limitrophe. Alors le maire malin, il va aller mettre les éoliennes loin de chez lui, mais tout près de chez le voisin. Donc il faut absolument que toutes les communes impactées par un projet éolien, les élus aient un droit de veto. S'ils veulent de l'éolien, qu'ils le prennent, mais qu'ils viennent pas, que ça ne soit pas imposé par la préfecture. Parce qu'actuellement, c'est vraiment le préfet qui a la main. Donc on réclame le droit de veto. Le Sénat était prêt. Je crois que les députés ne sont pas encore. Il y a eu des amendements hier qui ont été retoqués, malheureusement. Donc on va aller au combat. Oui, s'il faut, on mettra nos écharpes. Puis 500 maires devant l'Élysée, ça peut peut-être marcher. Si je vous demande si le sujet peut influer le vote, vous allez me répondre forcément oui. Pardon. Si je vous demande si ce sujet-là peut influer le vote, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit le niveau. Ce sujet, il influe indirectement. Bon, je pense, si vous voulez, moi je ne fais pas de politique, j'ai un candidat que je soutiens, mais peu importe, on n'est pas là pour parler de moi en tant que maire, mais du collectif Vendée-Maire qui est vraiment, encore une fois, complètement apolitique. C'est-à-dire qu'on a des élus qui n'ont pas d'étiquette, il y en a qui ont des étiquettes. On a eu des tentatives de certains partis pour prendre des photos de nous avec Vendée-Maire. On refuse ça, on veut rester apolitique. Mais votre sentiment. Par contre, que l'éolien influence le vote des ruraux, c'est évident. Parce que les ruraux se sentent méprisés. Et quand ils vont voir le maire en disant « faites quelque chose, je ne veux pas d'éolienne » et qu'on leur dit « mais je ne peux rien faire », ils se disent « mais c'est pas possible, c'est quoi ce déni de démocratie ? On bafoue la ruralité » et ça, pour moi, c'est le vote extrême. Yves, Christian, Jean, ou peut-être même la salle. Il n'y a pas que des Parisiens ici. Je ne sais pas où est le micro, pardonnez-moi. Pas ça ? J'ai fait des propositions tout à l'heure. J'ai proposé très clairement que l'installation d'une usine éolienne, parce qu'en fait on appelle ça des parcs, on appelle ça des champs, on appelle ça des fermes, voilà, on peut déjà changer de terminologie. Donc c'est une usine électrique, un générateur, et que ça obéisse aux mêmes lois que l'installation de n'importe quelle usine sur le territoire. Voilà. Donc aujourd'hui on a des PLU, des PLUI, des SCOT, on a des SRADET, on a des tas de schémas. Eh bien, il faut que ces installations industrielles rentrent dans les schémas. Et donc, si ça doit rentrer dans le PLU d'une commune ou le PLUI d'une intercommunalité, eh bien, le maire et le conseil municipal aura son avis à donner. Ça s'appelle un permis de construire, donc, qui est instruit avec les services de l'État, avec les services compétents. Ce permis de construire, il est appuyé sur une étude d'impact. Aujourd'hui, l'étude d'impact, elle est financée par le promoteur éolien. Donc oui, il y a une étude d'impact, mais comme le disait notre collègue spécialiste de la faune sauvage, cette étude d'impact, elle s'arrête, puisque en fait, comme il n'y a pas d'étude épidémiologique réelle sur l'impact des éoliennes sur l'environnement, bah, finalement, on ne mesure pas l'impact totalement, et donc on ne peut pas, derrière, prendre les mesures qui s'imposent. En 2017, l'Académie de médecine avait fait des préconisations. Hein. Elle préconisait notamment cette enquête épidémiologique prospective pour mesurer les nuisances sanitaires des éoliennes. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Le ministre de l'Agriculture lui-même, dans une question qui avait été posée par un député le 30 mars dernier, reconnaissait que le groupement permanent pour la sécurité électrique avait fait quelques investigations, le GPSE, sur un certain nombre de zones à problème, et qu'il avait constaté la concomitance, c'est les paroles du ministre, Julien de Normandie, entre la mise en route du champ d'éoliennes des Quatre Seigneurs à Nozay en Loire-Atlantique
et les problèmes sanitaires de l'élevage de monsieur et madame Potiron. Donc le ministre lui-même, dans l'hémicycle, a reconnu la concomitance. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait le lien entre les problématiques particulières que j'expliquais tout à l'heure, de courants vagabonds, de champs électromagnétiques, de bruits solidiens, de bruits aériens, etc., et la présence des terres rares, 7 fois plus de terres rares dans le poil des vaches de monsieur et madame Potiron à Nozay que sur un troupeau qui n'est pas dans une zone à problème. Quel est le message alors que vous auriez aimé faire passer aux candidats, et notamment aux candidats écologistes? Mais il faut que cette étude de l'ANSES... Enfin, il y a quelques mois, on a eu des gens qui ont alerté, notamment des pédiatres, en disant il y a sur 2 zones françaises un problème de bébés qui naissent sans bras. Le lendemain, c'était dans tous les journaux. Le surlendemain, l'ANSES lançait une enquête épidémiologique. Elle a abouti pour voir s'il y avait une corrélation notamment entre l'usage des pesticides et la naissance de bébés sans bras. Le résultat de cette enquête est qu'il n'y a pas de corrélation, mais l'enquête a eu lieu. Et donc pourquoi est-ce que sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui des cas comme ça, il y en a un petit peu partout, le tribunal de Toulouse, la cour d'appel de Toulouse, pour la première fois, a reconnu le syndrome éolien sur un couple de Belges. Ils ont été indemnisés notamment pour leurs problèmes de santé et leur mal-être. Donc on commence à avoir une reconnaissance. Pourquoi est-ce que ces études épidémiologiques ne sont pas lancées sur la 40aine de sites français où on sait qu'il y a des problèmes? Donc on revient à ce sujet des études et du recensement. Je vais passer la parole à la salle. Monsieur, et ensuite monsieur. Donc proposition éventuelle aux candidats. Ça marche, oui. Oui, ça marche très bien. Donc, merci. Pierre Audigier, je suis ingénieur des mines en retraite. Je voudrais évoquer une question qui est sur les nuisances des éoliennes qui n'a pas été abordée, c'est ce qu'on appelle l'effet d'éviction. En 2006, le professeur Percebois et son associé, le professeur Somerset, quelque chose comme ça, ont publié une étude sur le manque à gagner pour le nucléaire du développement des éoliennes, dû tout simplement à ce que quand les éoliennes tournent, eh bien le nucléaire doit s'effacer. Et le résultat est tout à fait significatif. Sur les données 2005, de l'année 2005, le professeur Percebois a estimé à 2,9 milliards, près de 3 milliards, le manque à gagner pour le nucléaire du développement tout simplement des éoliennes, ou plus exactement des intermittentes. Enfin, on dit variables aujourd'hui, on ne dit plus intermittentes. Et j'ai été très très surpris de constater que dans le rapport RTE qui a été évoqué tout à l'heure, le facteur de charge en 2050, dans le scénario N3, le facteur de charge du nucléaire dans ce scénario est de 80%. Donc je suis très surpris de l'importance de ce chiffre. Car si en 2005, l'éolien et le solaire étaient tout juste en train de sortir de l'épaisseur du trait, en 2050, si on suit les recommandations du scénario de N03, 50-50, ce sera beaucoup plus. Merci. Monsieur, vous vouliez, j'imagine, faire passer un message. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Merci beaucoup. Au-delà, effectivement, de cette question de coût. Oui, toujours Bruno Combi, Association des écologistes pour le nucléaire. Je voudrais faire une remarque qui s'appuie sur 2 exemples et qui débouche sur une suggestion. Je suis né à Rochefort, Parfait. En Charente-Maritime. Et j'ai fait beaucoup de voile autour de l'île d'Oléron. C'est la première zone ostréicole française, magnifique, et zone Natura 2000 pour une grande partie. Or, il y a un très grand projet éolien qui était prévu sur 300 km², c'est déjà pas tout petit, et qui récemment a été porté à 750 km². Vous vous rendez compte, c'est absolument immense. Donc c'est une zone immense sur laquelle on va construire des éoliennes qui sont 3 fois plus hautes que Notre-Dame de Paris, plus hautes que la tour Montparnasse, par centaines. Et cette zone, c'est une zone Natura 2000, donc protégée. Vous imaginez le scandale. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que ma famille, Combi, est originaire du Larzac depuis le XIIe siècle. On est des voisins de José Bové, sauf que notre famille est dans le Larzac depuis beaucoup plus longtemps que la sienne. Or, sur le plateau du Larzac, la rive sud du plateau du Larzac, au sud de Millau, donc, a été relativement épargnée grâce à José Bové.
qui protestait, qui ne voulait pas d'éoliennes à côté de chez lui. Donc il n'y a pas eu pendant longtemps d'éoliennes sur la rive sud du plateau du Larzac. Mais les promoteurs revenant sans cesse à la charge, ils ont fini par y arriver. Et il y a maintenant 6 éoliennes, qui d'ailleurs ne tournent pratiquement jamais, qui sont sur la rive sud du plateau du Larzac. Or, c'est au cœur d'un parc naturel régional des Grands Causses, dans une zone qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour son caractère naturel. Donc, c'est un deuxième exemple. Sur la base de ces 2 exemples, en tant qu'écologiste, moi, ça me révulse de voir ça. C'est scandaleux. Et je voudrais faire une suggestion qui est que tout site qui est protégé, on ne puisse pas y mettre des éoliennes. C'est interdit, c'est pas normal. Zone classée patrimoine mondial de l'UNESCO, on parle de la baie du Mont-Saint-Michel, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? La France, c'est la première destination touristique mondiale. Donc je vous fais, vous, en tant qu'élu, en tant que maire, cette suggestion, demandez au président de la République, et je suis prêt à vous accompagner pour le demander, qu'on arrête de construire quoi que ce soit sur une zone qui est une zone protégée ou en vue d'un monument comme le Mont Saint-Michel qui est admiré du monde entier. Voilà, c'était ma suggestion. Brigitte Pistre, vous êtes forcément d'accord et partante. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je voulais répondre parce que c'était. Merci beaucoup, monsieur, de soulever cette question qui est très importante. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait voté une motion anti-éolien au sein du parc naturel régional du Perche. Il faut savoir qu'un parc naturel régional n'a pas de pouvoir réglementaire, hein, ce n'est pas un parc national. Donc ça ne peut qu'émettre des avis. Et si vous saviez comme ça a été difficile, même au sein du parc, de faire admettre cette motion, parce qu'il y avait beaucoup de écolos, qui pensaient que l'éolien était bon, etc., il a fallu faire énormément de pédagogie. On a quand même réussi à sortir cette motion en expliquant que nous avions le bois énergie comme ressource renouvelable et que donc nous n'avions pas besoin d'éoliennes qui allaient gâcher le paysage, développement touristique du Perche, etc., etc. Bref, il a fallu utiliser des arguments subsidiaires, j'allais dire. On ne pouvait pas condamner l'éolien a priori. Tout ce travail de pédagogie et d'information, nous le faisons également. Actuellement, les premiers états généraux des énergies renouvelables se tiennent en France, en Eure-et-Loire. Pourquoi en Eure-et-Loire? Vous savez que c'est Barbara Pompili qui a demandé qu'on trouve les endroits où on peut mettre de l'éolien en France. Elle a demandé ça au préfet de région. Nous, la préfecture de région, a délégué ça aux préfectures de département. Et le premier département qui s'est emparé du sujet, c'est notre département, l'Eure-et-Loire. Pourquoi? Elle l'a dit, la préfète. Elle a dit c'est sous la pression de Vendémer. Comme quoi, notre existence... Bon. Ce qui fait que j'ai été invitée, en tant que cofondatrice de Vendémer, j'ai été invitée à ces états généraux. Nous discutons, pas à la parcelle, mais nous discutons zone par zone. Nous avons des conclusions. Nous avons réussi, grâce à ces conclusions, à dire le parc ayant voté une motion contre toute la frange eurélienne du parc naturel régional du Perche va être exclu. Et nous avons dit les communes associées, c'est-à-dire les communes voisines du parc, mais qui ne sont pas encore dans le parc, on est en train de réviser la charte, vont être également protégées. Donc on va protéger le parc. On va protéger. On essaye de faire protéger. Les mots de la préfète, c'est protéger. On sent que nous avons une préfète qui n'est pas favorable au développement de l'éolien. Elle essaye de protéger les monuments historiques, protéger la cathédrale de Chartres, protéger. Mais lorsque les comptes rendus sortent sous forme de cartes, il y a des taches. Et dans ces taches, elles sont oranges. Et ces taches oranges, c'est zone à enjeu moyen. Ça veut dire... Pourquoi? Parce que la préfète, elle a le petit doigt sur la couture par rapport au ministre qui lui a dit de sortir une carte avec des zones possibles. Alors, on met tout en rouge de loin, et quand on... Rouge, ça veut dire pas possible, et quand on s'approche, dans le rouge, il y a des petites parcelles oranges. Une petite parcelle, ça peut suffire à mettre 10 éoliennes. Donc, on est dans un déni total même de la démocratie. J'allais dire, on travaille avec la préfecture, Vendémer y est associé, et moi, je vais me retrouver, on va me dire « Mais t'as cautionné ça ?» Mais non, j'ai pas cautionné ça. Vous voyez comment on se fait vite manipuler. Donc, il faudrait une réglementation très stricte. Avant de vous laisser répondre, il y a une question ensuite. Je vais quand même donner la parole à Christian Arthur, qui réagissait, qui a failli tomber de sa chaise. Non, mais c'est pas... non, cette question, effectivement, je voulais d'ailleurs poser, de la planification territoriale. Elle se pose, moi je voudrais vous dire qu'elle se pose aussi pour toute activité d'énergie renouvelable qui se prononce. Encore une fois, je suis au Conseil scientifique régional. Aujourd'hui, j'y suis depuis 18 ans. On voit apparaître les parcs photovoltaïques, désolé pour le terme, mais on appelle ça des parcs photovoltaïques, de plus en plus. Et aujourd'hui, en 5 ans, les parcs photovoltaïques qui auparavant
prenait 1 ou 2 hectares ou 3 hectares. On a des propositions, notamment dans les Landes, sur 15-20 hectares. Donc cette notion de planification territoriale, elle s'applique effectivement à un ensemble d'activités et pas uniquement à ça. Donc il faut voir beaucoup plus large. Effectivement, y inclure, comme Madame la maire l'a dit et comme Monsieur au bout l'a indiqué, ces problèmes d'épidémiologie, de paysage, etc. Et la question qui se posera in fine, et là, moi, c'est pas à moi d'y répondre, c'est à ceux qui d'y répondre, c'est est-ce qu'au final, faut-il mettre au nom des zones d'exclusion fortes, comme l'a proposé M. Combi? J'en sais rien, c'est un débat de société. Et au final, il faudra bien effectivement mesurer par rapport à ça si oui ou non il reste suffisamment d'espace pour obtenir une production nationale suffisante. Mais ça, c'est pas à moi d'y répondre. Je vais faire un peu de régulation. Donc, monsieur voulait répondre, ensuite Bruno là-dessus, et il y a une question au fond de la salle. 2 questions, je vous ai bien vu. S'il vous plaît, faites un peu court parce qu'on doit enchaîner ensuite sur la prochaine table ronde. Merci d'avance. Effectivement, madame, vous avez raison. Il y a un vrai problème avec les parcs naturels régionaux et avec les parcs naturels. Dans le Larzac, par exemple, c'est le parc naturel lui-même. Oui, juste pour dire un mot rapide, il y a un vrai problème avec les parcs naturels régionaux, puisque dans le Larzac, c'est le parc naturel lui-même qui démarche tous les maires des environs pour leur proposer de faire un développement solaire et éolien sur leur commune. Et donc les maires qui ne connaissent pas le sujet, parce que c'est des paysans souvent, dans mon petit village de la Bastide-Pradine, qui a moins de 100 habitants en hiver, un peu plus en été, le maire, il ne savait pas, alors il les a reçus, il a écouté, puis il hésitait un petit peu. Donc je lui ai expliqué, du coup, il a tout refusé, ils ont voté contre, c'est bon, c'est bloqué pour cette commune-là. Mais beaucoup des maires autour ont accepté, parce qu'on leur fait une étude, comme vous dites. On dit, on vous fait une étude gratuite, qui est financée par le parc naturel lui-même. C'est-à-dire que le parc naturel, dont l'objet social est de protéger la nature, c'est lui qui propose de couvrir tous les environs de panneaux solaires et d'éoliennes. Donc vous voyez à quel point le système est totalement perverti. C'est hallucinant, en réalité. Bruno là-dessus. Pardon. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis habitant de Larzac depuis 800 ans dans ma famille aussi. Donc, voilà. On va pas se battre. 3 choses. Non, mais on se reverra. 3 choses. J'ai un courrier du professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui refuse l'étude épidémiologique dont on a parlé pour des motifs, de sombres motifs de méthodologie de travail. Enfin, c'est absurde. C'est vraiment la volonté de ne pas réaliser. Donc, il faut la demander, cette étude épidémiologique, il faut l'exiger. Deuxièmement, il faut exiger aussi le passage, comme l'a demandé l'Académie de médecine en 2017, le passage du seuil d'émergence selon les règles du Code de la santé publique. Il faut en revenir enfin au Code de la santé publique parce que l'éolien bénéficie d'une prérogative tout à fait exorbitante du droit commun. Et troisièmement, sur la question des zones de protection, il faut créer des zones d'études, des aires d'influence paysagère et surtout, Madame le maire, penser à faire en sorte que ce qui n'est qu'un enjeu, parce que le langage administratif est intelligent, il est compliqué, on est très intelligent dans ce pays, vraiment c'est supérieurement intelligent. Il distingue, j'ai découvert ça récemment dans notre affaire de cartographie éolienne en Occitanie, il distingue soigneusement ce qui est le domaine de la contrainte administrative, qui s'impose par conséquent, opposable au plan du code de l'urbanisme. Il le distingue de l'enjeu, ce qui n'est qu'un petit enjeu, les sites naturels. Donc, tout ce qui est site Natura 2000, zones IF, etc., tous ces trucs-là, il faut exiger que ça passe au stade des contraintes. Voilà mes 3 suggestions. Madame, au fond de la salle. Et ensuite monsieur, et ensuite là. J'ai vu tout le monde. Oui, Catherine Boutin, une victime de l'éolien terrestre et marin. Comme ça, le sujet est vaste. Ma remarque par rapport à ce que j'ai vécu, ce que je constate, c'est qu'on demande toujours beaucoup d'études. Des études dans tous les sens, sur la santé, sur l'environnement, sur les chiroptères, etc. C'est très bien, on en a des tonnes d'études, des milliers. Seulement, en fait, moi, si je résume le sujet, au bout de 15 ans de combat, c'est un problème politique. On sait pourquoi la PPE est passée à 50% du nucléaire. On sait le pourquoi et qui l'a fait. On sait pourquoi certains sites, notamment éoliens en mer,
Quand vous parlez de Saint-Brieuc, c'est d'accord. Quand on parle de l'Hérault, d'accord. Mais moi, je peux parler du Tréport, on peut parler d'Étretat, on peut parler des plages du débarquement, on peut parler de Saint-Nazaire et le reste, parce qu'ils veulent en mettre 7100 éoliennes le long du littoral, ce qui est le programme prévu. Donc, c'est-à-dire tout le littoral. On peut parler aussi des pêcheurs, parce que c'est leur disparition aussi. Ça, c'est aussi un vrai problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour en revenir à ma réflexion, c'est que c'est avant tout un problème politique. Quel est le message que vous aimeriez faire passer? Je voudrais dire que le message que je veux dire, c'est que pourquoi on nous impose tout ça, alors que, par exemple, pour ne citer qu'un cas précis, Emmanuel Macron a fait supprimer le projet qui était devant le Touquet, le projet en mer, et depuis 15 ans, c'est le seul projet qui a été retiré. C'est pas par hasard. Donc le vrai sujet, il est politique pour avoir les voix des Verts, et les études, on va en rajouter, ne changera rien au problème. C'est le vrai sujet, il est politique, à mon avis. Monsieur au fond de la salle. Oula. Je vais quand même essayer de m'exprimer. Bonjour, alors je m'appelle Fabien Ferreri, j'habite à Échauffour. Je vais enlever mon masque. Plaît, parce qu'il y a 6 personnes qui souhaiteraient s'exprimer encore dans la alors, salle. Être bref, ça va être un peu difficile. Je vais essayer de faire vite. J'aimerais dire, Brigitte, vous parliez des préfets. Et c'est vrai que nous, au quotidien, sur le terrain, dans le monde rural, on est confrontés aux préfets. Les préfets sont des gens qui font appliquer la loi. Le problème, je ne pense pas qu'ils viennent des préfets, je pense qu'ils viennent de la loi. Et je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur... il y a 2 arrêtés préfectoraux qui sont passés en consultation publique il y a quelques semaines, qui sont amenés à réformer l'arrêté préfectoral du 26 août 2011, qui fixe le cadre légal et réglementaire de l'éolien terrestre. C'est lui qui, justement, a fait passer les éoliennes dans ce champ restreint des installations classées pour la protection de l'environnement et qui leur a accordé cette dérogation de 35 décibels. 35 décibels, sachant que la journée, ils ont le droit à une autorisation de 5 décibels de plus. Monsieur, et la nuit, 3 de plus aussi. Voilà. Et ces 2 nouveaux arrêtés donnent tout pouvoir à la filière éolienne. Et je vous invite à être très vigilants sur cette publication et à les attaquer massivement quand ils vont rentrer en application, c'est-à-dire, je pense, début 2022. Alors, le monsieur au fond de la salle, qui attend depuis très longtemps. Merci de votre patience. Merci de me donner un instant la parole. Simplement, c'est plus un témoignage puisque je suis l'un des rares députés à être présent au cours de ce colloque. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis Emmanuel Maquet, je suis député de la Somme et conseiller régional des Hauts-de-France. Et vous dire que la Somme est un département particulièrement concerné puisque 1000 éoliennes sur les 8000 installées dans notre pays. C'est vous dire si la colère dans les Hauts-de-France monte également sur ce sujet. Moi, je voulais simplement vous dire qu'hier soir, effectivement, on a eu ce débat. On était face, Madame le maire, à la Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Donc on est allé sur une autre partie de sa délégation, de sa compétence, de son périmètre d'intervention, pour lui dire que ça posait un problème à la cohésion des territoires et qu'il fallait, effectivement, conformément à ce qu'avait fait le Sénat, nous redonner le pouvoir du veto qu'elle n'a absolument pas voulu lâcher. Enfin, on a mené une belle bataille pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, près d'1 heure, et ça s'est terminé par un 37-48, donc c'était retoqué. Mais je voulais vous dire que moi, j'ai déposé des amendements depuis le début de la mandature. Au début de la mandature, c'était regardé de très loin. Mais hier soir, c'était assez chaud et sur tous les bancs, les députés remontent en quelque sorte le mécontentement des territoires et globalement, on est en train de se rapprocher peut-être d'un moment où on l'emportera. Donc gardons espoir. En tout cas, on est mobilisés à vos côtés, bien évidemment. Je voulais vous dire que nous, on a aussi un projet au large de notre côte, au milieu d'un parc naturel marin des estuaires de la Plaine Picarde, de la côte d'Opale, où avec l'OFB, on nous a retiré le droit de veto pour le retransmettre dans un second temps. C'est vous dire aussi si on tord le cou en quelque sorte à l'état de droit quand il s'agit de faire passer l'éolien. J'en arrête là. Merci de m'avoir écouté. Peut-être le début de la fin de la solitude. Je suis désolée, il faut vraiment... Pardon, monsieur le député, vous êtes membre de Vendée-Maire, je crois, non? Monsieur le député, je crois que vous êtes membre de Vendée-Maire. Vous êtes dans notre collectif. Je ne suis plus maire, mais de tout cœur avec vous. Mais il y a 40 parlementaires qui ne sont pas maires dans notre collectif. Donc merci de nous rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Bien joué. Alors, comme vous le savez, il y a aussi un projet sur les merveilleux paysages de Cézanne à Aix-en-Provence. Monsieur, ensuite Bonjour. monsieur, et j'ai une dernière Moi, je question. suis l'agriculteur qui a perdu 269 bêtes. Donc, je voulais justement informer des gens comme Madame le maire qui n'est pas au courant de ce qui se passe parce qu'on découvre des choses irréelles, complètement irréelles.
des veaux qui ne reconnaissent pas leur mère, des mères qui ne reconnaissent pas leurs veaux, des veaux qui fuient suite aux champs magnétiques et aux ondes. Mes bêtes, j'ai arrêté le 28 février 2019 de fournir du lait à la laiterie et de la viande à l'abattoir. Ma viande ne sèche pas, elle ne ressuit pas. Mes bêtes sont saisies. Mon lait, on ne peut pas faire de yaourt avec. Elle ne durcit pas, il n'y a pas de bactéries. Alors, j'ai appliqué le principe de précaution. Soit on est dedans et on croit dans ce qu'on vit. Donc, pour moi, c'était impropre à la consommation. J'ai refusé de distribuer dans la grande distribution donc mes produits. Depuis, j'ai appris que mes bêtes sont contaminées aux terres rares. Je suis contaminé aux terres rares. Mes bêtes font des AVC, des crises cardiaques, hémorragie totale. Pour le voir et pour informer, puisqu'il n'y a rien de fait pour informer, j'ai créé un site qui vaut ce qu'il vaut. Ça s'appelle Lafayette dans le Pré. Vous pouvez aller le voir. Il y a tous les reportages de tout le monde. Dans ces reportages-là, il y a même une vidéo. Alors, il ne faut pas laisser aux enfants parce qu'elle dure 37 minutes. C'est le temps entre les premières convulsions de mon veau et l'hémorragie totale qu'il fait. Il meurt en direct. Tout ça pour dire que je ne comprends pas aujourd'hui, moi, maintenant on sait qu'il y a des analyses qui prouvent qu'il y a un problème de santé sur les animaux, sur nous, humains. On a la même chose sur les enfants de Sainte-Pazanne. Pourquoi aujourd'hui on n'applique pas le principe de précaution? Parce que c'est des centaines de fermes qui sont touchées. On le sait, elles sont connues. Vous allez sur mon site, vous les verrez en une bonne partie. Pourquoi le gouvernement ne prend pas ses responsabilités et assume son rôle de retirer de toute façon toutes ces exploitations-là? Ce lait-là, pour moi, est impropre et cette viande-là est impropre à la consommation. Donc il faut faire appliquer le principe de précaution. Je suis certaine que tout le monde vous a entendu, monsieur. Il faut vraiment qu'on termine, donc vraiment 1 minute chacun, le monsieur derrière vous et monsieur. Allez-y, et puis ensuite, on vous donne des micros qui ont été... Bonsoir, je suis Éric Berletti, je suis un habitant de Charente-Maritime, donc on est concerné par les projets qui sont devant l'île d'Oléron et l'île de Ré. Justement, pour prolonger le propos de monsieur à propos de l'agriculteur, à propos des dommages, il y a des dommages où on a du mal à les faire reconnaître, mais il y a des dommages qui sont tellement avérés qui nécessitent des arrêtés ministériels au niveau du Premier ministre pour autoriser des extinctions, des éradications. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de lire ce genre d'arrêtés. C'est stupéfiant. On voit un nombre une liste d'espèces qui dure 2 pages, avec une liste de dommages autorisés qui est ahurissante. Et moi, ma question, c'est comment on peut laisser ça, qui sont donc des dommages avérés et entérinés au niveau du Premier ministre? Il y a une explication qui est assez générale et simple. C'est que, comme vous le savez, il y a des exceptions, et probablement, monsieur, vous en êtes une. Je ne parle pas de vous, mais les écologistes sont des croyants. C'est-à-dire les faits ne comptent pas. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Donc les faits ne comptent pas. Non, j'ai fait beaucoup d'écologie moi-même. Hein. Attendez, si vous me permettez, je distingue l'écologie. Moi, j'ai fait l'agro et les eaux et forêts, donc j'ai fait 6 années d'écologie, donc je connais un petit peu. Et je me suis occupé pour un Premier ministre de chasse, de pêche et de tradition. Donc je suis tout à fait respectueux de tout ça. Mais vraiment, la réponse à vos questions, c'est qu'on est dans le domaine des croyances. C'est-à-dire la croyance, c'est le nucléaire est dangereux. La seule alternative au nucléaire, c'est les piles et les éoliennes. Et donc, on est prêt à payer n'importe quel prix pour ça. C'est tout. C'est pas compliqué. Monsieur, et ce sera, je suis navrée, je fais des frustrés. C'est notre dernière question. On a déjà presque 10 minutes de retard. Jacques Millon, je suis ancien préfet. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que les opposants oublient la pollution lumineuse. Et quand on le dit, évidemment, les sociétés qui proposent les éoliennes sont très, très ennuyées, parce que ça, c'est quelque chose qui se voit. Et je ne comprends pas que dans votre document, qui est très, très bien fait, il n'y ait pas cette pollution lumineuse.
Merci, monsieur le préfet, de le dire, parce que nous, on ne l'oublie pas sur le terrain. Je peux vous dire qu'on en parle régulièrement. Et puis, pour répondre à la question que vous avez posée en ouverture, est-ce que le vent est en train de tourner? Je dis que oui, le vent est en train de tourner, parce que tout ce qu'on entend là, je peux vous dire, il y a 6 mois, on aurait eu du mal à l'entendre. Et il y en a qui ont mis, notamment des journalistes et des amis qu'on connaît, qui sont installés en Eure-et-Loire, qui ont jeté un pavé dans la mare en disant éolien, stop, ça suffit. Hein, je parle de Stéphane Bern. Et il y en a d'autres qui ont suivi. Franchement, je crois qu'à partir de ce moment-là, quand il y a des gens comme ça qui prennent la parole et qui sont entendus par plein de Français, on se pose des questions et enfin on peut exister. Et enfin, on est entendu et on se sent, comme je le disais tout à l'heure, moins seul. Alors si en plus on a des anciens préfets avec nous, vous aussi, monsieur, s'il vous plaît, rejoignez Vendée-Mer. Merci à tous les 4. Pardon, on est vraiment... Non, une précision pour la personne qui va intervenir sur la Charente-Maritime, là, monsieur. Le Conseil national de protection de la nature et le Conseil scientifique de protection de la nature, le Conseil national a été saisi directement et le Conseil régional s'est auto-saisi. Tous les deux ont donné un avis défavorable au projet. OK ? Merci à tous, merci à la vivacité de la salle. Pardon à ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. Comme le disait Pierre-Henri de Menton tout à l'heure, je suis certaine que dans les couloirs, vous allez pouvoir poursuivre vos échanges. Et nous allons enchaîner avec le 3e débat d'ici quelques minutes.